Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de technologie de France. Youssef Menjour, architecte LabVIEW, et aujourd'hui je vais animer cette formation intitulée FGV3, le fichier INI, où on va d'abord parler des fichiers INI, de l'écriture et de la lecture d'un fichier, puis on intégrera cela à une FGV et on expliquera pourquoi c'est intéressant d'utiliser une FGV dans le cadre de la lecture et de l'écriture d'un fichier INI. Donc sans plus attendre, je commence. Donc là on a déjà créé en fait un répertoire pour gagner du temps, avec à l'intérieur 4 sous-répertoires. Donc on a un projet avec directement template, subVI, file et control. Donc on va commencer déjà par créer un premier VI. Alors ça va être un VI template. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois je réalise la même opération qui est l'ouverture pour un VI. À chaque fois on va utiliser les entrées et les sorties d'erreurs. Et on va tester justement s'il y a une erreur et s'il n'y en a pas. Et donc du coup, on va directement créer notre case qui va nous permettre de faire cela. Donc comme ça, c'est fait. Alors, on va commencer par faire ce fameux template. Et comme ça, on le réutilisera directement à toutes les sauces. Et ça évitera à chaque fois de recommencer. Donc je retire les étiquettes pour standardiser un petit peu la chose. Je vais masquer l'indicateur et je vais masquer la commande. Je vais remplacer... Qu'est-ce que j'ai fait? Hop. Je vais remplacer la structure de condition. Un commentaire. No error. Execute. Voilà. OK. Comme ça, on a notre premier VI. Voilà. Et je vais également supprimer l'icône, puisque à chaque fois, je fais toujours cette étape-là. Donc, tout effacé. Comme ça, c'est fait. Et je vous conseille, quand vous réalisez un projet, de commencer par faire cela. Ça vous permettra après de réutiliser directement ce VI et réaliser tout ce que vous souhaitez pour gagner du temps. Donc, on va sauvegarder ce template dans Template. On va dans VI Model, VIT, donc VI Template, et on va l'appeler Template. Voilà. Je sauvegarde. Très bien. Et je ferme. Ah, j'ai oublié de faire disparaître, masquer. Voilà. Et je ferme. Très bien. On sauvegarde. Donc là, je vais dans Template. Et dans Template, je prends le template VIT. Je ne double-clique pas dessus parce que si je double-clique dessus, je vais directement avoir accès au template. Et donc moi, c'est pas ce que je veux. Ce que je veux, ce sont des copies de ce template. Donc je fais un bouton droit, nouveau à partir du modèle. Et là, à partir de là, j'ai un nouveau VI. Celui-là, je l'enregistre. Je vais le mettre dans sous-VI. Et celui-là, ça va être justement notre lecture et notre écriture de fichiers. Donc je vais l'appeler File. Tout simplement. Voilà. On va déjà commencer par l'icône. Donc, pour ne pas perdre de temps. Voilà. Alors, File. Très bien. Alors, j'ai des petits icônes. Non, CTRL Z. On va utiliser plutôt celui-là. Voilà. On va écrire en dessous INI. Voilà, comme ça on sait ce que c'est. Puis on peut y mettre une petite couleur. Voilà. On réalise également CTRL-I, un petit commentaire dans les propriétés. Donc les règles de bonne pratique. Donc read, write, ini, file. Voilà, très bien. On sauvegarde et cette fois-ci on va dans le diagramme et on va commencer à travailler au niveau du diagramme. Donc on est parti. Voilà, donc là j'ai de la place, je peux travailler tranquillement. La première chose à faire déjà pour pouvoir lire et écrire un fichier, c'est savoir quel type de fichier on souhaiterait lire et écrire. Aujourd'hui, nous, on va se concentrer sur le format XML, mais je vais quand même d'abord prendre un petit peu de temps pour vous montrer les différentes manières d'ouvrir et de fermer un fichier. Donc vous allez dans Entrée-sortie sur Fichier, et là vous avez différents VI, enfin différentes fonctions. Donc dans les fonctions, vous avez écrire tableur délimité, lire tableur délimité. Ça c'est très pratique si par exemple vous avez un format type CSV.
Ce qui peut arriver lors des épreuves de CLD, et donc vous avez juste à utiliser ce format-là. C'est très pratique pour écrire et pour lire. Vous pouvez directement importer ou exporter de la donnée directement dans un fichier sous un format, c'est un tableau en fait. C'est un tableau sous un format de tableur. Vous avez en dessous le plus classique, donc c'est ouvrir, créer, remplacer et fermer fichier. Donc parce qu'un fichier, quand on... Alors, je vais figer cela. Normalement, en programmation, quand on va ouvrir et écrire dans un fichier, on va toujours d'abord ouvrir notre fichier. On va décider s'il est en lecture seule ou en écriture seule, ou s'il est en lecture, écriture. Enfin, on va décider justement la manière de l'ouvrir. Puis une fois qu'on aura donné cette information-là, on va écrire dans un fichier. Donc écrire ou lire dans un fichier, donc réaliser l'action. Puis ensuite, on va fermer le fichier. C'est comme ça que ça marche en informatique. Donc il y a toujours des étapes. D'abord, on ouvre, ensuite on utilise, puis après on ferme. C'est assez classique, c'est toujours les 3 fameuses étapes. Donc vous avez déjà les 2 VI d'ouvrir et de fermeture qui sont ici. Donc dans l'ouverture, vous avez les différentes options que vous avez dans d'autres langages comme le C par exemple. Alors je fais un petit CTRL H, comme ça on verra directement l'aide contextuelle. Donc là, vous voyez, on peut ouvrir, alors open, replace, create, open or replace or create, et replace or create with confirmation. Donc vous avez justement la manière dont je vais ouvrir le fichier. Et puis, il y a également le type d'accès. Donc là, si je suis en lecture-écriture, si je suis en lecture seule ou en écriture seule. Là, et puis vous devez également donner un chemin, et puis c'est déjà pas mal. Vous avez une référence, comme toujours, sur un fichier. Et puis à côté de ça, vous avez la manière, le type de fichier sur lequel vous voulez écrire. Alors il y a 2 types de fichiers. Il y a ce qu'on appelle les fichiers binaires. Donc c'est les fichiers typiquement informatiques, c'est-à-dire que je décide du type d'accès, et puis j'envoie dans ce fichier ce que je veux. Je peux envoyer de la data, donc là ça va être du 1.1010, donc ça peut être des clusters, ça peut être des images, ça peut être tout ce que vous voulez. Vous pouvez envoyer tout ce que vous voulez dans justement écrire et lire en binaire. Donc ça, c'est lorsque vous voulez y aller de manière plus classique. Et donc là, dans ce cas-là, vous allez définir le type de données et ça va fonctionner un petit peu comme un variant. Quand vous écrivez un variant, vous allez d'abord le convertir votre donnée en variant. Et quand vous lisez à l'autre bout du tuyau, vous allez dire quel type de données vous voulez lire. Donc vous allez formater la data pour qu'elle puisse, elle, s'orienter correctement dans votre structure de données, dans votre cluster. Donc ça, c'est pour les fichiers binaires. Puis vous avez les fichiers texte. Donc là, les fichiers texte, c'est un petit peu plus facile puisqu'en fait, c'est du texte. Donc vous envoyez du texte et là, vous allez justement vous balader dans un texte. Et donc, ce sont les exercices classiques que vous pouvez avoir en école d'ingénieur. Lorsque vous commencez à apprendre à manipuler des fichiers, on va souvent vous demander de manipuler des fichiers texte et de réaliser par exemple des fonctions de recherche, puis de fermer, d'ouvrir, d'enregistrer. Donc tout ça, vous les avez justement dans ces lire et écrire fichiers texte. Et puis vous avez le format XML. C'est le format qui va nous intéresser nous aujourd'hui, où on va écrire, on va lire, on va aplatir, donc ça je le garde, on ne sait jamais. Et on va redresser du XML. Donc je vais avoir besoin de ces fonctions-là, donc je vais les commenter pour l'instant, et je vais les utiliser par la suite. Alors, la première chose à faire lorsqu'on travaille avec un fichier, c'est de s'intéresser justement à son chemin. Donc, le chemin du fichier, pour pouvoir aller dans un chemin de fichier, vous avez ici composition de chemin, décomposition, et vous avez les constantes de fichier qui sont justement les constantes qui sont liées au chemin du fichier. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le répertoire de notre VI, donc le répertoire de l'application. Voilà. Et puis ce qui nous intéresse, ça va être de composer. Donc je mets de côté en fait tous les VI qui m'intéressent, comme ça après j'ai plus besoin de revenir ici. Vous avez également un autre type de fichiers qui sont les fichiers de configuration. Donc les fichiers de configuration, ça mériterait peut-être un cours lorsqu'on veut faire en fait un fichier ini. Vous savez, il y a une autre manière de formater les données via le fichier de configuration. Je ferai une vidéo spéciale là-dessus puisque ça peut mériter en fait, il y a une certaine complexité en fait à utiliser un fichier type ini classique parce que va y avoir des noms, donc c'est ce qu'on va appeler des clés.
Et après, il y a des manières de formater ces clés pour pouvoir récupérer les données, enfin des manières de récupérer les données pour pouvoir les formater convenablement et les envoyer, par exemple, dans un cluster, dans quelque chose que vous avez préparé. Donc ça, on le verra plus tard, c'est pas le sujet aujourd'hui. Ok, alors on y va. Donc déjà, on va toujours faire une chose, c'est que vérifier, donc en créant un indicateur, où est-ce qu'on se trouve. Donc je vais faire un CTRL R. Donc là, je suis bien dans mon répertoire. Donc, alors là, moi, je suis sur mon bureau actuellement. Donc dans mon répertoire FGV3. Très bien. Donc, à ce moment-là, moi, ce qui m'intéresse, ce que j'ai fait, c'est que dans mon projet, j'ai organisé, comment j'ai organisé mes fichiers, j'ai organisé, enfin mes répertoires, pardon. Mes répertoires, j'ai un répertoire file. Donc ce que je veux, c'est rentrer dans un répertoire file. Donc pour cela, je vais utiliser un composé chemin. Voilà. Et donc là, donc logiquement, en y ajoutant le petit underscore, on verra après. Donc là, je remets un indicateur. Hop, on est dans le répertoire file. Très bien. On peut également, au lieu d'envoyer un chemin, on peut envoyer, alors il va y avoir une surcharge d'opérateurs. Ce VI-là, le VI de composition de chemin, accepte également les strings, donc les chaînes de caractères. Donc là, je vais plutôt utiliser une chaîne de caractères, file, et là, je vais appeler mon fichier fichier ini. On va l'appeler savePoint. Save.ini. Voilà. Je réorganise avec justement le nettoyage de la sélection. Voilà, il m'a réorganisé la chose. Et on fait un petit CTRL R, un petit CTRL E pour voir ce qui se passe. Voilà. Alors, je ne suis pas dans le bon sens. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours vérifier avec les slash, enfin, le bon sens dans les slash. R. Ok, donc ça, normalement, devrait être bon. Très bien. Donc, du coup, moi, ce qui va m'intéresser, c'est de lire et d'écrire. Donc, je vais avoir deux états. Donc, pour avoir deux états, il va y avoir une condition case. Donc, je crée un case que je vais câbler à l'erreur. Alors, hop. Câble. Voilà, on respecte le flux, toujours, c'est très important. Donc, nous, ce qui nous intéresse, alors on va créer un énumérateur et on va le mettre en typedef, donc de lire et écrire. Alors, un petit énumérateur. On va sélectionner, alors on va plutôt éditer. Alors, write et read. Voilà. J'en crée, alors je vais y ajouter également une étiquette. File state. Donc on choisit l'état justement pour les files. Et ça, je vais en faire un typedef. Voilà. J'ouvre ce typedef et je vais l'enregistrer. Alors, on va directement dans Controls. CTRL underscore et là, file state. Choisissez toujours une convention de nommage qui soit facile à utiliser, facile à comprendre surtout, pour que n'importe qui regarde votre code se dise bon c'est facile à comprendre et ce contrôleur il sert à ça, ce contrôleur il sert à ça, ce VI il sert à ça et c'est toujours plus agréable. D'ailleurs ça fait partie des bonnes pratiques LabVIEW. C'est très important pour les épreuves de CLD et de CLA de suivre les bonnes pratiques. Alors, on va également tout effacer, utiliser notre template control. Donc, c'est du file state. Ok. Ok. Donc, je vais sauvegarder tout ça. Très bien. Donc, on câble directement cela à notre case. On change en commande.
Voilà. Alors, ça, c'est notre chemin. Donc, on met un petit commentaire, très important. Path. OK. Voilà. Et on essaye de rester compact. Tout en restant propre, quoi. On y met un petit commentaire dans notre petit case. Et donc là, on est dans le write state. Et là, on est dans le read state. Donc, on va déjà commencer par le read state. Read state. Donc, pour l'instant, alors je ne vais pas câbler l'erreur puisqu'on va l'utiliser après. Voilà. Ok. Bon. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on veut lire? Qu'est-ce qui nous intéresse? Qu'est-ce qu'on souhaite lire? Attendez, mon énumérateur. Ouais, on le laisse comme ça. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on souhaite lire? On souhaite lire comment dire, un cluster de données. Donc, pourquoi on veut lire un cluster de données? Bah, simplement que les données qu'on souhaite lire, ce sont des données, on va dire, statiques. Donc, ces données statiques, ce sont des données qui ne vont pas bouger. En théorie, qui ne sont pas censées bouger ou qui bougent très très peu. Donc, ça peut être par exemple les coordonnées d'un moteur, ça peut être les coordonnées d'un capteur, ça peut être les coordonnées d'une caméra, ça peut être tout ce que vous voulez. Donc on va créer justement une structure de données type d'une machine industrielle et on va apprendre à lire ces données-là directement dans le fichier INI et écrire. Pourquoi on fait ça? Simplement parce que si vous codez demain une machine industrielle, vous codez un banc de test ou ce que vous voulez, vous n'allez jamais écrire en dur directement les adresses IP, les coordonnées de tel moteur, les coordonnées suivant tel ou tel type de protocole pour communiquer justement avec tel ou tel type de matériel. Pour une raison toute simple, c'est que si vous voulez changer la configuration de votre matériel, là vous êtes entre guillemets, vous êtes foutu. Pour une raison simple, c'est que comme vous avez compilé que le code est en dur, vous êtes obligé de changer le code. Alors que changer directement le fichier ini directement en double-cliquant dedans et en le modifiant, c'est beaucoup plus facile. À condition de choisir un format de fichier ini qui soit lisible. Donc là, typiquement, on va choisir un format type XML. Le format XML, c'est un format standard. Vous pouvez très facilement lire un format XML en double-cliquant en utilisant le bloc-notes. Et si vous avez besoin juste de changer l'adresse IP, par exemple, de telle ou telle zone, vous pouvez le faire sans trop de difficulté. Quand vous serez un petit peu plus avancé, rien ne vous empêche également de réaliser grâce à ce read et à ce write une interface dans votre programme avec justement une IHM bien réalisée qui va vous permettre de lire et d'écrire dans un fichier. C'est très... voilà, ça se fait quoi. Donc, on retourne sur notre donnée. Donc là, ça va être data ini. Donc, ce sont justement data ini. Dans ces data ini, alors on va imaginer par exemple que j'ai 3 moteurs. Donc 3 moteurs, donc je vais réaliser un tableau, puisque ça va être un tableau qui va avoir besoin qui va avoir besoin d'une structure. Donc cette structure, ça va être justement les moteurs. Donc là, on va choisir le nom, donc axe du moteur. C'est là où on va définir l'axe. On aurait pu faire un énumérateur, mais là, pour gagner du temps, je vais plutôt utiliser un fichier string, enfin des chaînes de caractères. Puis, on va utiliser également, je sais pas moi, un autre string pour adresse IP. Alors, on imagine que c'est un protocole par adresse IP. Et donc ça, on va l'appeler moteur. Donc, redimensionner, on va mettre ça, allez, horizontalement, pourquoi pas. Et on va en faire un type def. Pourquoi en faire un type def? Parce que aujourd'hui, vous avez des moteurs avec un axe et une adresse IP. Demain, vous voulez rajouter quelque chose à votre moteur. Ce sera plus simple de modifier le type def que de modifier partout où vous avez utilisé cette structure dans votre programme. Donc, on va en faire un type def. Donc, on fait un type def. Ouvrir le type def. Alors, on modifie. Tac. Tout effacé. On utilise notre template de type def. Alors, moteur, ref. OK. On enregistre. Attendez, annulez. Ouvrir, voilà. On enregistre les références moteurs. Oula, qu'est-ce que j'ai fait?
Attendez, je crois que j'ai enregistré. Ok. Alors attendez, j'ai peut-être fait une bêtise. On va vérifier ça. Contrôle. Ouais, j'ai glissé. Bon, on va le renommer. Alors celui-là, c'est les moteurs. Donc on va le renommer. C'est pas grave, bah, comme ça on voit comment ça marche. Il suffit simplement de renommer dans le. Vous faites un bouton droit, renommer, et vous pouvez le renommer. Donc on va l'appeler contrôle ref. Alors on va tout mettre en minuscule parce qu'on a choisi les minuscules. Pour garder un peu de cohérence. Restaurer. Et on est bon. Très bien. Eh bien. Donc on a déjà nos moteurs. Le data in. Alors on va redimensionner. Hop. Non, même pas. Les moteurs, on va les mettre d'abord dans un tableau. Voilà. Et comme ça, je pourrais avoir plusieurs moteurs. On pourrait avoir par exemple 3 axes. Ensuite, pour histoire de rajouter un autre matériel, histoire de ne pas avoir que des moteurs, on va y ajouter également une caméra et on va faire pareil, on va appeler ça une caméra IP. Donc, caméra. Donc on va supposer qu'il y a une seule caméra. Caméra. Hop. Et on va également y mettre un petit booléen pour dire si elle est spectrale ou pas. Pourquoi? C'est juste pour vous montrer qu'en fait, on peut stocker beaucoup de données en fait dans un fichier INI et c'est très pratique et des données de types différents. Donc, on va choisir le nom de la caméra et on va y mettre un numérique et le numérique ça va faire office de coordonnées. C'est vraiment l'objectif là, c'est vraiment de vous donner un exemple où on voit des données de différents types et vous montrer que regardez, vous pouvez stocker dans un fichier XML ce que vous voulez. J'ai mis un tableau, j'ai mis des strings, j'ai mis des booléens et j'ai mis des numériques. Donc en théorie, vous pouvez stocker tout ce que vous souhaitez. Donc là, on va y mettre, voilà, on va appeler ça coordonnées. Les coordonnées. Tout ça, je le rentre. Tout ça, je l'organise. Voilà. Je vais même mieux l'organiser. Ordonnées 1, 2, voilà. Je mets d'abord les coordonnées. Et ensuite, je vais faire un petit peu plus d'espace. Voilà. Et je vais en faire un type def. La caméra, c'est pareil, c'est un type def. On fait un type def. On ouvre ce type def. On le sauvegarde. Ref. Donc nous, c'est caméra. Très bien. Je change l'icône, bien évidemment, c'est important. Tout effacer. Caméra ref. Et là, on est propre. Et d'ailleurs, normalement, si on veut vraiment être propre, on doit ici mettre un commentaire. Caméra contrôle. De la même manière ici. Alors pourquoi je prends le temps de faire tout ça? C'est vraiment pour vous préparer à la certification CLD. Il faut que vous mettiez des commentaires partout et donc ça fait partie justement des bonnes pratiques. Voilà. Et il faut appliquer les bonnes pratiques, c'est très 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 important. Donc là, on va mettre les data ini. Alors hop. Alors data ini, donc ça c'est les data qui sont justement dans le fichier ini. Pareil, je vais en faire un type def. Toujours faire des type def, c'est très important puisque quand vous allez faire des petites modifications dans les type def, ce sera pris directement en charge partout et voilà, c'est pratique. Ça fait partie des bonnes pratiques de programmation. Donc toujours pareil, on réalise notre icône, donc toujours tout effacé, toujours contrôle, et là ça va être data ini. Voilà. Le plus long c'est ça en fait. Hop. Data ini. Très bien. Donc là, on a les data ini. Donc, on revient à nos moutons, on retourne directement dans notre programme. Donc ça, c'est le type de données que je voudrais lire et écrire. Très bien.
Donc là, on va commencer par... alors, on va réaliser data.ini. Tout ce qu'il nous faut pour pouvoir travailler convenablement. Ces deux contrôleurs, en fait, cet indicateur et cette commande, on va les utiliser dans les deux cas. Donc dans un cas, on va lire et dans un autre cas, on va écrire. Donc il faut pouvoir faire des entrées-sorties pour pouvoir y accéder et faire le nécessaire. Donc là, on est dans le read. Donc là, on a un chemin et donc va se poser une question toute simple, c'est est-ce que mon fichier existe? Parce qu'il peut arriver que vous lancez votre programme et par défaut, il n'y a rien. Et donc dans ce cas-là, il va bien falloir créer un fichier ini par défaut. Donc comment on fait ça? On va regarder directement dans les entrées-sorties de fichiers. On va regarder dans les constantes. Non, alors il y a des fonctions, c'est dans avancé. Dans avancé, et là vous avez différentes fonctions avancées par rapport au fichier. Vous pouvez voir les tailles, vous pouvez copier des fichiers, déplacer des fichiers, et vous pouvez regarder si ça existe. Vous pouvez également faire des conversions entre chemin et chaîne de caractères, et chaîne de caractères, chemin. Donc nous, ce qu'on va faire, on va regarder si ça existe. Donc on regarde ici, hop. Premier VI, il va nous dire si ça existe ou pas. Donc, il y a deux manières de raisonner. Première manière de raisonner, si ça n'existe pas, je crée par défaut un fichier ini. Deuxième manière de raisonner, je ne crée rien, j'envoie un pop-up et je dis attention, il n'y a pas de fichier ini. On va utiliser cette seconde manière de faire et je vous inviterai justement comme exercice à réaliser la première manière, c'est-à-dire que si j'ai pas de fichier, dans mon case, vous allez directement créer ce fichier par défaut. C'est un petit exercice et c'est pour vérifier que vous avez bien compris comment lire et écrire dans un fichier. Donc on y va. Condition. Alors, toujours câbler les erreurs. Donc, nous, on se pose la question, est-ce que le fichier existe? Remplacé par une structure de condition. Alors, existe. Alors, si ça existe, qu'est-ce que je fais? Je ne fais rien. C'est-à-dire que je vais continuer mon chemin et je vais lire le fichier. Je vais lire le fichier. Existe. Alors on va laisser en anglais existe. Donc là, read. Donc s'il existe, je read. Ok. Donc c'est parti. Donc comment on fait pour reader? On va regarder lire un fichier XML. Hop. Alors on a directement notre VI qui est prêt. Tac, tac, tac. Alors attendez. Alors, CTRL H. Alors, ça, c'est redresser à partir d'un fichier XML. Et ça, c'est pour lire. Et nous, ce qu'on veut... nous, c'est lire. Donc, c'est parfait, c'est ça. Donc, je récupère les données de mon fichier XML. Écrire. Et là, c'est lire. Donc, je vais lire mon fichier. Donc, je vais lire une chaîne. Je vais faire un petit peu de place. Donc je vais utiliser ce VI qui va simplement... Alors on peut lire un tableau ou on peut lire une chaîne. Donc nous on a choisi de tout mettre sous forme de chaîne. Donc je lis une chaîne puisque ça existe. Donc cette donnée, je vais l'envoyer directement dans ce VI là qui lui va me faire la conversion vers mon typedef. Donc là, je vais créer une constante. Donc il faut lui dire en avance un petit peu l'état, donc le type, pour qu'il puisse faire le formatage convenablement. Ok, on câble les erreurs parce qu'on respecte le flux, c'est très important. Et donc dans ce cas-là, alors moi ce que je vous avais dit au départ, je vous avais dit un fichier, il faut d'abord l'ouvrir, réaliser l'opération et fermer. Là vous voyez, j'ai pas ouvert. Pourquoi j'ai pas ouvert? Parce que ce fichier-là contient déjà l'ouverture. Si je double-clique dedans, que je regarde ce qui s'y passe, vous voyez ici, là, si vous êtes un peu curieux et que vous regardez comment ça a été fait, alors National Instruments vous laisse regarder justement la manière dont c'est fait. Donc en fait, c'est fait en LabVIEW. Vous avez bien les opérations d'ouverture, de fermeture, vous avez tout ce qu'il faut. Donc en double-cliquant simplement dedans. Donc nous, tout ce qu'on a à faire, c'est prendre ce fichier, lire, et ça va marcher directement. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que derrière, il y a toujours cette opération de ouverture,
réalisation, fermeture. Donc nous, dans notre cas, c'est ouverture, lecture, fermeture. C'est ce qu'il fait. Si je double-clique, d'ailleurs, on peut le voir. Ouverture, lecture, fermeture. Et donc dans la lecture, donc eux, ils utilisent des fichiers binaires. Donc là, c'est du binaire. Et donc, c'était les fameux fichiers que je vous ai montrés au départ, enfin les fameux VI ou les différents types de fichiers que vous pouvez ouvrir. Bah là, ils utilisent la bibliothèque binaire. Ok, bon, alors on va pas rentrer dans ce détail et on va continuer. Donc là, du coup, on lit une valeur, et donc cette valeur, je vais l'écrire directement dans mon indicateur. Voilà. Et je câble mes erreurs. Très important. Ça, c'est dans le cas où ça existe. Maintenant, on va être dans le cas où ça n'existe pas. Dans le cas où ça n'existe pas, alors je vais plutôt le câbler là. Hop. Dans le cas où ça n'existe pas, je vais envoyer un petit pop-up. Donc, not exist, pop-up. Alors, on va regarder une autre petite notion intéressante, c'est qu'on peut envoyer des petites boîtes de dialogue, des pop-up. Mais la notion qui m'intéresse, c'est que, vous savez, comme pour le temps, par exemple, quand vous avez un attendre, ils ont un point en commun, ces deux sous-VI, c'est qu'ils n'ont pas le flux d'erreurs. Il n'y a pas de flux d'erreurs qui rentre. Donc le souci, c'est que si vous voulez être justement séquentiel, il va bien falloir câbler d'une certaine manière et voir les séquences. Dans notre cas, ici, bon, on est séquentiel puisqu'il n'y a qu'une seule chose à faire. Mais imaginez que vous avez plusieurs opérations et vous voulez faire un wait ou vous voulez envoyer ce pop-up. Alors, il faut utiliser, la bonne pratique, c'est quoi? C'est d'utiliser la structure déroulée, de séquence déroulée, comme je le fais là. Donc là, je le fais normalement, c'est pas obligatoire puisqu'il n'y a pas besoin. On est juste dans notre case, il n'y a qu'une seule chose à faire. Mais je le fais volontairement. Quoique non, il y a deux choses à faire puisque je vais d'abord faire ça, puis ensuite je vais injecter. Donc il y a bien deux choses à faire. Donc là, on commente. Pop-up. Voilà. Donc le pop-up, on va envoyer un petit message. File does not exist. Voilà, tout simplement. File does not exist. Et puis, on aura simplement à appuyer sur le bouton OK. Donc, on ne va pas changer le bouton, mais si je veux changer le nom du bouton, il suffit simplement d'écrire ici. OK, c'est bon. Donc, s'il n'existe pas, qu'est-ce que je fais? Je vais envoyer une constante. Je vais envoyer une constante. Et alors, est-ce que je crée une erreur? Je peux créer une erreur. S'il y a... Voilà, c'est ça ce qu'on appelle la gestion des erreurs. C'est que le fichier n'existe pas. Et si j'envoyais, au lieu d'envoyer un pop-up, j'envoyais une erreur. Donc j'ai le choix. Ici, ce que je peux faire, soit j'envoie un pop-up, soit j'édite ici et j'envoie mon information directement dans l'erreur. Et donc, dans ma structure, ça devrait logiquement être traité. Donc c'est une chose que vous pouvez faire. Donc là, logiquement, le fichier n'existe pas. Donc si j'appuie, si je fais CTRL-R, normalement, si je lance mon VI, je devrais avoir un pop-up. Voilà. Donc c'est ce que je viens de faire, CTRL-R, et là j'ai vu File does not exist. OK. On peut faire même mieux que ça. On va concaténer et on va convertir notre chemin en chaîne de caractères. File does not exist. Alors, deux points. Non, on va plutôt passer... attendez, pam, pam, voilà. Et on va... File does not exist. Et donc du coup, ce qu'on va faire, on va mettre un pass, deux points, et là, on va concaténer avec un chemin. Donc comment on fait ça? Simplement, on va chercher concaténer. Voilà. Alors, logiquement, je crois que ça a été surchargé. Non, ça n'a pas été surchargé. On va convertir. Donc c'était pour voir si on était obligé de convertir ou pas. Donc pour convertir, c'est un petit peu ce que je vous avais montré tout à l'heure. On avait les conversions. Donc les conversions, c'est dans les fonctions avancées. Alors, on a chemin en chaîne. Voilà. Comme ça nous permet d'utiliser un petit peu les fonctionnalités qui existent et un petit peu les maîtriser. Voilà.
Donc ça, je vais aligner convenablement. Très bien. On recommence. Voilà. Path does not exist, c'est deux points, blablabli, blablabla. Ça vous permet, vous, de voir ce qui se passe. C'est très pratique. On est en relatif, donc là, bon, vous avez mon chemin à moi, mais sur votre ordinateur, quand vous testerez le code, alors je vous rappelle que tous les codes sont disponibles sur le GitHub. Vous pouvez les réutiliser, il n'y a aucun souci. Donc quand vous allez utiliser justement ce code, vous verrez qu'il y a votre chemin directement. Si vous retirez le fichier ini. Donc là, on va avancer un petit peu. Donc on va aller dans vrai, c'est bon. Ok, et maintenant on va faire un write. Donc pour faire un write, toujours CTRL-H. Alors ce qui est bien avec la view, c'est que vous n'êtes pas obligé de connaître par cœur les fonctions. Il vous suffit simplement de savoir que les fonctions existent. Et un petit CTRL-H, vous jetez un œil et là vous allez savoir comment ça marche. Donc celui-là, c'est écrit dans un fichier XML. Donc entrée XML, ok, très bien. Et donc pour faire cela, il va falloir aplatir en XML. Très bien. Donc, dans ce cas-là, ce que je fais, j'ai mon read. Il est là. Première chose, je vais convertir. XML. Alors, convert data to XML. Donc là, on regarde mes data. Vous voyez que dans mes data, il y a quand même un tableau. À l'intérieur de ce tableau, j'ai des clusters. On voit bien que voilà, il y a de la chaîne de caractères, il y a vous voyez de la chaîne de caractères, vous voyez du numérique et vous voyez également du booléen. Et vous voyez du tableau. Donc ça veut dire que quand même l'XML permet de faire beaucoup de choses. Donc c'est quand même assez pratique. Ok, et ces datas-là, je les envoie dans l'entrée XML. Très bien. Le chemin. Parfait. Ok. Ensuite, je câble mes erreurs, c'est très important. Et ici, c'est quoi? Encodage XML. Bon, c'est pas important, doit y avoir des types d'encodage XML. On va laisser par défaut. Le chemin, le duplicata ne nous intéresse pas. La chaîne XML, elle nous intéresse. Oh, si elle peut nous intéresser, juste pour notre culture. Voilà, créer un indicateur. Pim pam poum. Alors voilà. Et donc même si ça n'existe pas, je suppose qu'il va créer le fichier. Ben, on va voir. On va voir ça. Donc là, j'ai ma chaîne XML, qu'on effacera plus tard, mais au moins pour pouvoir voir ce que ça fait. Donc, on a un axe X, un axe Y et un axe Z. Les adresses IP, c'est 192.168.0.1 et on va faire des copier-coller et on va mettre 1, 2, 3. 2 et 3. Ma caméra, elle est spectrale. Ses coordonnées, c'est 60. Bon, c'est juste pour mettre un numérique. Et c'est ma caméra. Voilà. Donc, si je fais un read, ça n'existe pas. Très bien. Et donc, on va d'ailleurs le constater dans... Voilà, on a directement... Alors, je vais sauvegarder mon projet. Donc, on constate que dans File, il n'y a rien. Très bien. Maintenant, je fais un write. CTRL-R. Il a normalement écrit. Si je vais dans File, il a écrit. J'ai un save.ini qui n'existait pas. Et là, vous voyez ici, alors on va regarder en plus gros, la chaîne XML qui a été créée. Ça, c'est bien en plus, on le voit directement. Donc, c'est vraiment pratique. Hein. Donc là, vous voyez la chaîne, hop là. Vous voyez la chaîne XML qui a été créée. C'est intéressant, ça permet de voir ce qui se passe et c'est un format qui est vraiment, vraiment pratique d'utilisation. Ok, maintenant on va faire un read, donc logiquement, comme ça existe, je devrais ne plus avoir de pop-up, mais une lecture. Voilà, j'ai bien ma lecture. Donc on est capable de lire et d'écrire. Maintenant, la dernière chose à faire, c'est de rendre visibles mes erreurs.
parce que j'ai oublié de faire une chose dans mon template. J'ai oublié de câbler en standard mes erreurs. Je ferai après dans le template. Voilà. Bon, là, on peut laisser. Au pire, je les laisse, c'est pas grave. Donc là, vous voyez la chaîne XML. Bon, ça n'a pas d'intérêt pour l'instant, donc je vais la supprimer pour avoir une face avant un petit peu plus propre. Avec le moins d'informations et le moins d'informations inutiles possible, entre guillemets, pour qu'on puisse vraiment que ce soit lisible au niveau du code. Soyez succinct, c'est vraiment important. Je peux supprimer mes commentaires, il n'y a plus besoin. Write, alors on est dans le write state. Voilà. Read state. Et donc là, on a réalisé un VI de lecture et d'ouverture, de lecture et d'écriture. Je vérifie tout ça. Voilà, on va compacter. Là, normalement, voilà, vous avez un code qui est plutôt propre. Il est assez aéré, donc je pense que ça ira. Ouais, on peut même le compacter un petit peu plus. Je double-clique, voilà. Ok. Bon, on a créé justement ce fichier lecture et écriture. Donc ça, c'est très très bien. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est la fameuse FGV. Alors avant de démarrer la FGV, je vais dans mon template, je vais rectifier l'erreur que j'ai faite. Donc je vais afficher, afficher et câbler mon entrée et ma sortie d'erreur. Comme ça, c'est fait, masquer, masquer, enregistrer. Donc là, ce qu'on va faire, on va créer notre... alors on a notre soup VI qui est prêt. Et maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est ma FGV. Donc ma FGV, qu'est-ce qu'on va faire? On va la créer. Donc pour pouvoir la créer, on va faire CTRL-N. Non, non, pas du tout. On va directement utiliser mon template, sinon quel intérêt? Donc, nouveau à partir du modèle. Voilà. Je vais commencer par l'icône. Donc l'icône, on va prendre les modèles. Est-ce que j'ai un modèle FGV? J'ai un modèle FGV, parfait, je gagne du temps. Et donc là, je vais... alors c'est une FGV init. Non, FGV data. Je vais l'appeler FGV data. Alors CTRL S. On va sauvegarder ça dans sous VI. FGV. Ok. Limitez le nombre de FGV que vous utilisez. Il faut utiliser une seule FGV. Alors, évidemment, vous allez me dire, ouais, mais si moi je veux faire un chrono d'un côté et des datas de l'autre, je ne vais pas mettre dans la même FGV. Oui, je suis totalement d'accord. Sauf que le chrono, c'était un exemple pour vous montrer comment ça marche. Mais vous allez voir dans les futurs cours que vous n'utiliserez plus la FGV pour faire un chrono. On va utiliser des objets. Donc là, on aura la notion d'objet. Donc là, je ferai un cours complet où on refera justement le chrono et vous verrez que ça marche du feu de Dieu. Il n'y a plus besoin d'utiliser la FGV pour ça. Donc, on est à l'intérieur de notre FGV. Donc, pour réaliser une FGV, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut un case, toujours. Il nous faut un énumérateur, toujours. Donc là, je vais créer mon énumérateur. Élément visible, state, FGV. OK. Je vais en faire un typedef. Donc, toujours élément visible. Je vais ouvrir mon... Hop là, pardon. Hop là. Je vais ouvrir mon typedef. Voilà. Donc, directement dans mon typedef, tout effacé. CTRL. Hop. FGV state. OK. On va sauvegarder. Donc là, nous, on va directement dans Controls. Hop. Alors, nous, c'est FGV. Moi, je le mets en majuscule. State. OK. Bon. Peut-être pas nécessaire en majuscule, bon, c'est pas grave. Ensuite, éditer l'élément. Donc, on a besoin d'un init. On a besoin d'un read file. On a besoin insérer vers le bas d'un write file. Init, read file, write file. Pour l'instant, on a besoin de ça. Donc, je vais quitter, enregistrer, ouvrir la dev de type. Non, je vais en faire une commande. Très bien. Et donc, on va
Agrandir tout ça. Voilà, je prends de la place. Pour l'instant, on a besoin de place. Très bien. Ok, je câble. Ok. J'ai oublié de faire ma boucle, donc c'est important d'avoir une boucle. Chaque fois que je lance ma FGV, une boucle for. Voilà, un petit peu d'espace. On câble les erreurs, c'est très très important. Toujours câbler les erreurs. On montre qu'on maîtrise. Ok, donc comme c'est une FGV, on crée une constante. On met à vrai. On met un petit commentaire. FGV. Donc ça veut dire qu'on a compris pourquoi on mettait à vrai. Puisque une FGV, c'est une boucle avec uniquement une itération. Ok. On crée notre... alors, ça, on va plutôt le mettre en dessous, pour pas qu'il dérange. Ensuite, on va créer notre registre à décalage. Ajouter un registre à décalage. Très bien, ça marche. Alors du coup, je retourne dans mon projet. Je vais récupérer mon sous-vieil. Alors mon sous-vieil, il est où? Tac, 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 file. Voilà, je vais en avoir besoin. D'ailleurs, j'ai pas câblé mes entrées-sorties de mon sous-vieil. Mes états, mon entrée, ma sortie. Je vais même avoir besoin de ce typedef, donc je vais le copier. J'enregistre. Voilà, j'ai tout ce dont j'ai besoin pour l'instant. Je le commente, je le mets de côté en fait, pour pouvoir l'utiliser plus tard. Donc, on va avoir d'abord un init. C'est l'init qu'il faut regarder en premier. Donc, on va mettre un commentaire sur ma FGV process. Voilà, sur ma boucle while. Ensuite, je vais mettre également un commentaire sur mes états. Donc, init state. Voilà, ça c'est bon. On fait un peu de place et on est bon. Donc init state, eh ben, c'est le moment où on va initialiser. Donc on remet à zéro les données. Oui, alors l'init state ne sert pas tant que ça dans notre cas, puisqu'en fait, on remet à zéro les données et on va lire, parce que généralement quand on va lire, on l'initialise indirectement. Bon, je vais mettre un init state, mais il n'est pas forcément utile cet état. Donc là, on est bon. Ok. Ensuite, read. On va utiliser directement notre read. Voilà. Et là, vous allez voir, c'est facile. Donc, créer constante. Donc là, je suis dans read. Ah, je peux même peut-être l'aligner. Très bien. Très bien. Donc dans read, on se contente de faire un read et d'injecter le read. Attendez. Attendez. J'ai ma FGV, je fais un read. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de lire ma FGV. Non. Un read file, c'est moi qui fais une bêtise. Ça, en fait, c'est init. Donc dans init, je vais injecter mon read. Donc on va reprendre. CTRL C, on va supprimer cette condition. Et on va... Voilà. Donc dans read, bah, j'initialise ma locale. Voilà, c'est ça. Alors, hop, on a une locale. Donc dans le cas de notre FGV comme ça, on a une locale. Donc dans init, on fait comme ça. Ensuite, read, ok. Donc là, c'est bon, on se contente de lire. Donc on câble les erreurs. Et write, alors on va dupliquer cette condition. Et donc write, on va écrire directement. Hop, write. Donc là, c'est write data in file. Voilà.
Je suis un petit peu emmêlé les pinceaux parce que j'ai voulu anticiper une étape qui est l'étape dont on va parler maintenant. Donc d'abord, on va utiliser la FGV, puis après, je vais vous expliquer à quoi ça sert réellement une FGV, enfin, où est-ce qu'on peut l'intégrer concrètement dans une architecture. Init, c'est bon. Import data from file, tac tac tac, c'est bon. Write data in local FGV, write, ok, c'est bon. Write data in file, c'est bon. Et read data, c'est bon. Normalement, 1, 2, 3, 4, 5. On est bon. Là, maintenant, on peut tester. CTRL S. Donc là, j'ai init, read data, import data, write file. Donc init. Donc si j'initialise, bah non, on va faire mieux que ça. Ouais, bon. On initialise. Ok, très bien. On read les data. Alors, logiquement, read data. Oui, parce que j'en vois rien. Très bien. Import data. On va importer les data. Donc là, elles ont été chargées. Donc là, logiquement, si je fais un read, je les vois. Très bien. Maintenant, je vais vouloir écrire. Donc, ce que je vais vouloir écrire, je vais vouloir, je sais pas moi, écrire X. Cette fois-ci, il n'y a que deux axes, X et Y, il n'y a plus Z. CTRL-C, CTRL-V, CTRL-C, CTRL-V. La coordonnée, c'est 50, c'est plus... et puis la caméra, elle va s'appeler cam. Donc là, si je fais un write data, donc là, je vais écrire en local. Donc là, maintenant, si je fais un read, ça devrait avoir changé. Très bien. Et maintenant, si je veux écrire dans un fichier, je fais write file. Là, j'ai écrit dans un fichier. Et donc, logiquement, si je fais init, que je fais un read, j'ai plus rien. Maintenant, on va importer du fichier et vérifier qu'on a bien les données qu'on avait ici. Donc là, on importe data. Très bien. Maintenant, je fais un read. Et là, j'ai bien les données. Donc, on y accède bien. Il n'y a pas de problème pour avoir accès de la FGV au fichier et faire un read-write, tout ça. Donc, voici les états. Donc, il faut plusieurs états. Il faut beaucoup d'états. Donc là, vous vous dites, mais d'accord, très bien. On a fait tout ça pour ça, mais à quoi ça sert sincèrement d'importer des fichiers alors qu'on peut les mettre dans une FGV? Bien, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette locale-là, on pourrait la complexifier. Elle va également pouvoir stocker, par exemple, les données des événements, donc les events. Donc là, on va faire exactement les mêmes états, on va faire les read et les write. Et puis, on sera capable également de stocker d'autres variables statiques qui sont les références de mes faces avant, ça on le verra plus tard, et les références de mes FIFO, ça également on le verra plus tard. Mais ce qu'on fera, c'est que dans la FGV, on va pouvoir en profiter pour créer les FIFO. Donc si j'ai besoin de 3, 4, 5 FIFO, je les crée directement dans la FGV, je les stocke. Et j'envoie le initialize, je fais tout dans la FGV parce qu'elle est fonctionnelle. Et de toute façon, les références, une fois qu'elles sont créées, elles ne bougent plus, elles sont statiques, donc on peut les stocker, il n'y a pas de problème. Et puis dans la FGV, je vais pouvoir faire un close. Je vais pouvoir également fermer mes événements, donc libérer mes références d'event et libérer également mes FIFO à la fin de mon programme. Donc ça, c'est une introduction justement à une prochaine vidéo qui arrivera un petit peu plus tard, encore une fois, lors de la préparation de l'architecture, donc du CLA, donc du Certified LabVIEW Architect, voilà, tout simplement. Je pense qu'on a fait le tour là pour cette partie, pour cette vidéo au niveau de la FGV. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt.